nous disiez que la culture du ricin, au-delà de ce que le gouvernement congolais a réussi, il faut le dire comme ça, à distraire les Congolais, à les tourner en dérision, en faisant croire que finalement c'était fini, cette affaire bouclée. Or, il se trouve qu'ils ont probablement changé de stratégie. C'est ce que vous nous expliquez sur la culture du ricin, c'est ça? Bien. Depuis janvier 2025, donc janvier, février et mars 2025, Oui. le projet de RISA euh, est en train d'exploiter à l'Oudima, dans le village Kiboula, Kibouba, Kibouba, voilà, Kibouba. Et donc, ils ont trompé les populations en leur disant que désormais, cultiver le ricin et ils viendra acheter. Et ils vont acheter cher. Et les populations ne sachant pas que une fois que vous plantez les ricins, plus rien ne peut pousser sur cette terre. Plus rien, en dehors des ricins. Et donc, les terres sont empoisonnées. Et donc, ce qui suppose, euh, puisque le ricin va coûter cher, les populations vont adopter cette culture. Et le fond, c'est quoi? C'est que ce peuple va mourir de faim. Ils ne vont plus exploiter ou cultiver les maniocs, les légumes et autres. Ils pourront tenter, mais ça ne poussera pas. Étant donné que le ricin va coûter cher, ils vont s'engager à ne cultiver que ça, tout en détruisant leur terre. On va aussi avancer. Alors là, on a vu l'UDH qui est représenté au congrès du Parti congolais du travail. Donc, en politique comme en diplomatie, les faits et gestes ont un sens, ont une signification. Dès lors que l'UDH qui s'est présenté au Parti congolais du travail, au congrès du Parti congolais du travail, le message, il est clair. Et nous sommes à l'orée de la présidentielle, la prochaine présidentielle, donc fixée pour mars 2026. Dans quelques mois, 2 mois là, il y aura une élection présidentielle, si bien sûr elle est maintenue. Et l'UDH se retrouve au congrès du Parti congolais du travail. Est-ce dire que l'UDH Yuki, parce que ceux qui sont allés là-bas, dans la plupart des cas, c'est des gens aussi qui soutiennent la candidature de Denis Sassou Nguesso. Est-ce pour dire que l'UDH Yuki, bon, je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut poser cette question, soutient la candidature de Denis Sassou Nguesso? Tout ce que vous dites, l'UDH Yuki. Je dis non. Je dis non. Cela pouvait être possible si moi, qui ai été mandaté par les congressistes, jusqu'à ce que les travaux prennent fin, moi, René Mokono, mandaté par les congressistes, pour représenter l'UDH qui partout besoin sera, jusqu'à ce que nous puissions, les congressistes puissent élire le vrai président de l'UDH. Tant que je n'ai pas pris part à une activité de l'UDH, celui qui vient là, c'est un usurpateur. En sorte, vous êtes en train de, en sorte, vous êtes en train de revendiquer la responsabilité de ce parti, c'est ça. Donc, doit passer par vous. Je ne revendique pas, mais la solution palliative trouvée par les congressistes, c'est de désigner un chef de délégation qui va tout mettre en œuvre pour rechercher les solutions de retour au Congrès et représenter le DHUK partout besoin sur la. J'ai le mandat écrit. Maintenant, lorsque Diadio envoie Kitsadi Joseph, c'est du pur banditisme. Donc, nous ne pouvons pas d'abord, est-ce que vraiment des gens sérieux, M. Christ, de toi à moi, est-ce qu'on peut encore penser vraiment que au soutien de la candidature du président Sassou Nguesso?
Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie de René Mokono. Bonjour René et bonne et heureuse année 2026. En tout cas, bonjour, monsieur Christian Perrin. Euh, Bonne et heureuse année 2026. C'est plein succès et beaucoup de pouvoir pour édifier le monde entier. Merci René d'être avec nous sur R7. Mais dites-moi, devrait-on continuer à vous considérer comme membre du Conseil national de l'UDH Yuki et président de ce parti à Pointe-Noire ou bien les choses ont changé? Les choses n'ont pas changé. Je continue à demeurer président départemental de ce parti, membre du Conseil national, étant donné que le Congrès national qui devait procéder à l'élection du président de l'UDH et qui a vocation de nommer les dirigeants du parti n'étant pas épuisés, il restait un seul point, donc l'élection du président. C'est à cela que nous sommes en train de nous atteler. Vous connaissez bien la situation, vous en avez la maîtrise. Ce que l'imposteur Badiabu a fait, c'est juste du banditisme à outrance. Bon, là, vous emboîtez déjà le pas, mais est-ce qu'il y aurait désormais deux UDH Yuki ou c'est un seul parti et on va le comprendre avec vous, mais avant, je vais donc vous proposer de suivre avec moi cet extrait de la vidéo, un extrait qui porte sur la présentation des responsables des partis politiques qui ont été invités au 6e congrès du Parti congolais du travail. Suivez. Nous avons la délégation du RDPS conduite par M. Jean-Marc Tister Chikaya. Sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du MAR conduite par M. Bouiti Viodo. Sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de la DRD conduite par le président Elo Matson Mampouya. Sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du PULP, conduite par M. Jean-Didas Moussodia, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de l'UDH Yuki, conduite par M. Joseph Kitsadi, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du PSD, conduite par M. Donatien Itoua, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de l'UPADS, conduite par M. Pascal Tiatimabiala, sous vos applaudissements. Voilà, René Mokono est parmi ses invités. On a bien identifié un représentant du Parti congolais, non, du Parti UDH Yuki, qui est votre parti, probablement. Et vous nous le direz tout à l'heure, s'il représentait réellement l'UDH Yuki ou l'aile Badiabio. Mais avant, je vais vous proposer un autre extrait. Cette fois-ci, c'est une intervention de Brony Fortuna Ngolali. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un journaliste promoteur du média en ligne Téléka TV qui a fait une analyse sur le 6e congrès du Parti congolais du travail, où il fait savoir que tous ceux qui y étaient, soit c'est des partenaires ou des partis politiques qui devraient renouveler leur allégeance au Parti congolais du travail. Suivez. Brony, des recommandations ont été adoptées, une nouvelle ligne a été tracée et de nombreux jeunes ont rejoint le parti. Ces décisions et cette dynamique peuvent-elles réellement influencer la gouvernance du pays et le paysage politique national? Absolument. Le PCT, vous constatez, selon ce que nous comprenons, il y a aujourd'hui, vous parlez des jeunes, il y a pratiquement tous les directeurs généraux qui ont été d'une manière ou d'une autre conditionnés, imposés, contraints à intégrer le parti. Ça n'a pas été un simple appel. Ce n'est pas un devoir, on va en dire, politique ou républicain. C'est que, d'une manière ou d'une autre, le PCT a imposé, a conditionné
a contraint les directeurs généraux, tous ou presque, à intégrer le Parti contre le travail pour ceux qui n'étaient pas encore jusqu'aujourd'hui. Vous avez aussi constaté, même certains syndicalistes dans le domaine du transport ont intégré le parti. Sans parler de la profession, le journalisme aussi. On a vu même des journalistes, on a vu des confrères journalistes qui ont intégré le parti. Vous avez constaté que les chefs de service, pas les moindres, qui sont dans les régies financières, les syndicalistes qui sont dans les régies financières, intégré le PCT. Mais finalement, même certains ministres qui n'étaient pas aujourd'hui ont intégré. Et c'est pour dire quoi? Il faut comprendre ça sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est que le message est fort. Tous ceux qui veulent soutenir le président de la République doivent être au PCT ou dans la majorité présidentielle. Il faut dire que finalement, c'est le PCT qui est cette majorité présidentielle parce que le PCT domine tous les autres partis de la majorité présidentielle et vous avez constaté les délégués de chaque parti de la majorité présidentielle se défiler pour parler donc à la tribune de ce congrès appelé à la candidature du président de la République. Donc le discours est le même puisque c'est la majorité présidentielle. Donc c'est vous, celui qui veut soutenir le président de la République doit être au PCT ou doit nous suivre. Il y a ça qu'il faut retenir. Autre chose, c'est que vous voulez continuer à être directeur général, vous voulez continuer à être ministre, vous voulez continuer à profiter de ce pouvoir, vous devez être au parti. Le PCT veut contrôler pour ne pas que rien ne l'échappe. Et vous avez aussi, le PCT aujourd'hui apparaît aux yeux de plusieurs jeunes, vous parlez des jeunes, comme l'ascenseur social. Ouais. Voilà. Pour avoir un poste, puisque ces jeunes ont été formatés à rêver que des postes, à rêver que de l'ascension sociale, que de la promotion, sont parfois réellement milités. Et donc, l'ascenseur social aujourd'hui, l'ascension de promotion, l'ascenseur de promotion, c'est le PCT. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir garder votre poste de DG, de ministre, de conseiller, de député, même quand vous êtes à l'opposition, parce que le PCT redistribue les postes, ils vont dire, c'est le PCT qui décide quel est l'opposant qui peut occuper telle circonscription, en dehors de Yuki qui était fort hier. Aujourd'hui, Yuki est affaibli. Donc, le PCT n'a plus un parti qui soit capable, dans les conditions actuelles, de lui faire face, comme le Yuki l'a fait hier. Donc, c'est le PCT qui décide qui doit être opposant, qui ne doit pas l'être. Voilà. Le décor est planté. René Mokono, donc membre du Conseil national de l'UDH Yuki et président départemental du parti à Pointe-Noire. Vous venez de suivre avec moi ces deux extraits. Tout à l'heure, vous disiez que ce que Badiabio a fait, c'est le banditisme. C'est le terme que vous avez utilisé. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite? Oui, monsieur Christian. Parce que l'UDH Yuki, tout le monde le sait. On ne va pas trop y revenir, mais tout le monde sait que l'UDH qui avait perdu son président, fondateur Gubis Parfait Kolela, et dont la mort a causé beaucoup d'émotions à tous les Congolais, et que le renouvellement des instances ne peuvent ressortir que d'un congrès, et que l'UDH qui avait donc convoqué son congrès du 10 juillet au 11 juillet 2023. Et c'est à l'issue de ce congrès qui n'avait que 2 points, la révision des textes de l'UDH et l'élection du président de l'UDH. Oui, pardon de vous couper comme ça. C'est une histoire que nous avons longuement expliquée ici. Nous savons comment ça s'est passé. Après, il y a eu même l'interférence du ministère de l'Intérieur. Bon, mais après, Monsieur Badiabio a organisé, disons-le, un congrès qui lui a été en fait autorisé par le ministère de l'Intérieur et au cours de ce congrès, il s'est, s'il faut dire, autoproclamé ou élu président de l'UDH Yuki. Est-ce que, voilà pourquoi je poserai la question de savoir si désormais nous avons 2 partis UDH Yuki ou un seul parti? Nous avons un seul parti, c'est l'UDH Yuki. Le président, c'est qui? Et donc le président, c'est le défunt Gubis Parfait Kolela,
qui est décédé. Et le but de ce congrès, c'était d'élire le nouveau président du congrès. C'est pourquoi je reviens sur ça. Au moment où nous parlons, compte tenu du fait que le congrès n'avait pas pris fin, les travaux du congrès n'avaient pas pris fin, il est donc question que nous repartions. Malheureusement, avec tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, il y a une délégation qui a été mise en place, dont je suis le chef de délégation des congressistes du 10 juillet. Donc, c'est à nous que la mission a été confiée pour nous rapprocher de l'administration, pour nous rapprocher de tous ceux qui ont besoin de l'UDHQ, jusqu'à ce que nous puissions arriver à terminer le congrès de l'UDHQ. Donc, oui, mais vous rapprochez de l'administration. Or, l'administration est tenue par le Parti congolais du travail, le PCT qui est au pouvoir. Et là, il y a eu 6e congrès de ce parti. Au cours de ce congrès, tout à l'heure, nous avons vu, sur les images, comment un représentant de l'UDHQ a été invité. Je peux me tromper, mais apparemment, c'est le choix désormais fait par l'administration, le ministère de l'Intérieur qui reconnaît finalement le parti El Badiabio. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas, mais cependant, le ministère de l'Intérieur est une administration. Vous savez, au Congo, l'administration se trompe toujours. Il se trompe toujours. Il y a des choses invivables au Congo. Moi, j'ai toujours dit que nous sommes sûrs et certains qu'ils se sont trompés. Aujourd'hui, nous sommes sûrs aussi que le ministre de l'Intérieur va désormais nous recevoir. Ça veut dire que le ministère de l'Intérieur n'avait pas la bonne information. C'est un voleur qui a présenté des documents, comme il a l'habitude d'utiliser le faux et l'usage de faux, comme il a fait à l'Assemblée nationale. Il a présenté des éléments qui ne sont pas justes au ministère de l'Intérieur. Et c'est pour ça que les congressistes ont dit, ils ont désigné René Mokono comme chef de la délégation des congressistes pour se rapprocher, pour représenter le parti UDHQ, afin que les positions soient données, parce que lorsqu'il y a un congrès, il n'y a plus de structure nationale. C'est le congrès qui décide. Et le congrès a décidé, les congressistes individuellement, vous êtes obligés de passer de département en département pour leur expliquer ce qui s'est passé, et que chaque congressiste aujourd'hui a décidé de confier la mission. Parce que Badiabio est un usurpateur. Et le bureau politique étant tombé en désétude. Donc, René Mokono, qui est devant vous, devant votre chaîne, a reçu le mandat de discuter, de prouver auprès de l'administration publique que Badiabio n'est pas le président de l'UDHQ, de représenter l'UDHQ au sein de l'opposition. D'ici, après votre émission, je serai reçu par les forces de changement et bien d'autres. Donc, c'est à nous d'apporter les éléments qui prouvent à suffisance que Badiabio n'est pas le président de l'UDHQ. Pour le PCT, ça nous étonne. Oui, pour le PCT, ça ne vous étonne pas, on va y revenir tout à l'heure, mais vous avez glissé une information, j'espère que ce ne sont pas des allégations infondées. Vous disiez que Badiabio, Joseph Badiabio, c'est comme ça qu'il s'appelle, utiliserait ou serait auteur du faux usage de faux, c'est ça? Est-ce qu'il y a des éléments matériels pour apprécier cela? Mais vous rappelez qu'il a voulu changer, qu'il a imité des signatures des députés. C'est-à-dire, des signatures des députés pour faire quoi concrètement? Mais il a voulu changer le président du groupe parlementaire de l'UDHQ, se croyant président de l'UDHQ. Il s'est dit qu'il pouvait se permettre le droit de changer le président du groupe parlementaire qui ne lui est pas acquis. Parce que l'UDHQ a 7 députés et les 7 qui constituent le groupe parlementaire.
5 ne l'obéissent pas, ne le reconnaissent pas comme président du parti. Et pour cela, étant donné qu'il a besoin d'argent, puisque chaque député verse 1 million par mois, et donc, comme ils ne le reconnaissent pas, ils ne peuvent pas lui verser les 1 million auprès de Badiabio. Le retrait, pardon, pendant que vous allez continuer, le retrait se fait à la source, c'est ça? Ils ont voulu faire le retrait à la source. La loi ne le permet pas. C'est des émoluments des députés. Et les députés conscients qu'il a été élu grâce au parti versent au trésorier du parti. Maintenant, lui, il a voulu faire un retrait à la source. Ils avaient déjà retiré par la complicité de la questure à l'Assemblée nationale. Les titulaires ont réagi. Et le président de l'Assemblée a dit ça ne doit pas se passer comme ça. Et donc, l'argent qui a été retiré et qui a été donc retiré par la question versée chez Badiabio, il a été demandé à Badiabio de restituer cet argent, de rembourser cet argent. Et donc, il a remboursé. Étant donné qu'il était. Ben, il a commencé à rembourser, bien sûr. Commencé à rembourser, mais il n'a pas remboursé totalement. Mais tout à fait, c'est beaucoup d'argent qu'il a pris. Non, mais je pose cette question, pardon, après, voilà, je sais que les téléspectateurs n'aiment pas quand j'interfère comme ça, mais on a bien besoin de certains détails. Donc, il a fait usage de faux, c'est-à-dire des fausses écritures qu'il a imitées pour s'emparer, bon voilà, au Congo on appelle ça du magot, c'est-à-dire de l'argent des députés qui font partie bien sûr du groupe parlementaire de l'UDH Yuki, et il a réussi finalement à obtenir cet argent. Ça veut dire qu'il avait déjà fait usage de faux et le document était passé, c'est ça. Mais une fois que le Parlement, le président du Parlement, disons de l'Assemblée nationale, c'est Isidore Mbouba, une fois que le Parlement s'est rendu compte qu'il y a un chef de parti, je mets ça encore entre guillemets, qu'il y a quelqu'un qui a failli voler l'argent des députés, c'est-à-dire qui a fait usage de faux, quelle a été la réaction de l'Assemblée nationale? De savoir qu'il y avait un faux document qui avait été fourni et que l'argent était déjà sorti. Il y a eu Gripis Papekola qui est mort. On est allé au Congrès. Le Congrès n'a pas pu prendre fin parce que le Ngouanou et Badiabio ont manigancé une certaine manière pour vouloir s'imposer. Et les congressistes ont dit non. Donc, la nuit est arrivée et on n'a pas pu terminer le congrès. Il était donc, l'unique point qui était resté, c'est l'élection du président. Étant donné qu'on n'a pas pu élire le président de l'UDH-Yuki, il fallait donc reprendre. Mais n'ayant pas les moyens pour vite reprendre, il fallait collecter les moyens à gauche à droite. Nous ne sommes pas un parti préfinancé. Et donc, pendant qu'on attendait, Badiabio a organisé un pseudo-congrès. Bien. Donc, les gens ne savaient pas. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur, au départ, avait interdit. Mais vous savez qu'au niveau du PCT, il y a des ministres, c'est un gouvernement de désordre. On interdit ici, et là-bas, d'autres autorisent. Le ministre interdit, le directeur du cabinet fonctionne. Donc, vous connaissez qu'il y a un non-État au Congo. C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Donc, Badiabio fait un pseudo-congrès malgré l'interdiction du ministre de l'Intérieur. Bien. Et comme le PCT tient à maîtriser tous les partis politiques forts, et il faut donc fabriquer des faux présidents et qui vont faire leur volonté. C'est comme ça que certains ministres se sont opposés à l'interdiction du congrès fait par le ministre de l'Intérieur. Donc, je peux citer Silu, je peux citer Bouya, je peux citer plus que Malanda Gaston a même dit qu'ils pouvaient tenir leur congrès parce que le président de la République leur avait instruit. Donc, vous voyez un peu, donc le ministre de l'Intérieur interdit. Donc, Malanda, qui est le directeur du cabinet, le secrétaire général du parti de Badiabio, et qui est son directeur du cabinet au niveau de l'Assemblée, c'est donc ce monsieur-là qui est
le secrétaire général du parti de Badiabio, et aujourd'hui qui est son directeur du cabinet à l'Assemblée au niveau de la commission éducation que préside Badiabio. Donc le Malanda, là, pendant ce congrès, M. Christian a dit que nous pouvons tenir notre congrès sans nous inquiéter. Même le docteur Yela avait dit ça, sans nous inquiéter, parce que le président de la République nous a instruit pour dire que nous pouvons tenir notre congrès. Donc vous voyez à quel point il y a du désordre. Et donc, comme le ministre de l'Intérieur interdit, donc les bouillards, les silous et bien d'autres, dans cet état d'anarchie, et plutôt d'anarchie au Congo, bon, ils ont tenu le congrès de nuit. Bien, avec des sujets de la RDC dedans. Donc, un congrès où il y avait 748 congressistes et 250 se sont retrouvés. Donc, on a écarté les autres. Bon, donc, normalement, un tel congrès ne pouvait pas donner naissance à un président d'un parti politique. Bref, étant donné que dans cette attente, Badiabio a pris les dossiers, il est allé déposer ces dossiers au ministère de l'Intérieur pour dire que le nouveau parti et le nouveau président de l'UDHUK, c'est lui. C'est lui qui a été élu. Alors, en ce moment-là, le ministre de l'Intérieur se dit que c'est tellement, on ne sait pas comment, mais au moins, puisqu'il n'y a pas de la compétence du ministre de l'Intérieur pour reconnaître les partis, les présidents des partis politiques, pour nous, on s'est dit, les congressistes se sont dit, il faut que nous partons clarifier cette situation auprès du ministre de l'Intérieur. C'est là où nous avons écrit. On n'a pas été reçus. Mais là, nous avons le retour que nous serons reçus d'ici peu. Et donc, M. Christian Badiabio, dès lors que le décret du ministre est sorti, ça lui a donné du zèle. Et ça a perturbé tout le monde en pensant que Badiabio devient le président de l'UDHUK. Alors que le ministre de l'Intérieur n'a pas capacité de désigner les présidents des partis. Il a le droit de donner les partis politiques en création, mais pas les présidents des partis politiques. Ça, c'est de la compétence des partis politiques. Maintenant, la publication pour qu'on sache qui est devenu président de l'UDH ou des partis politiques, ça, c'est de la compétence du journal officiel qui paraît chaque jeudi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le ministre de l'Intérieur, M. Christian Permetté, a pris un arrêté pour reconnaître Badiabio comme président du parti, aujourd'hui, nous pouvons le démettre. Est-ce que le ministre de l'Intérieur va encore prendre un autre arrêté? Non. Vous parlez, pardon, René, vous parlez de quel décret? Est-ce que c'est le décret du 30 juin ou bien un autre décret tout à fait particulier pour l'UDHUK? Non, le décret où il a reconnu les partis politiques, là où il a exclu les Mirassa, où Badiabio est président. Ah d'accord, ok. Où Badiabio est président. Alors, dès que le nom de Badiabio est apparu dans le document du ministre de l'Intérieur, mais tout le monde prend acte. Comme c'est un État voyou. Tout le monde prend acte. Donc, quand il y a des invitations, c'est lui qu'on invite. Alors que c'est un voleur qui a pris, surtout qu'il est habitué au faux et usage de faux. Voilà comment Badiabio se déclare aujourd'hui président de l'UDHUK. Il a tenu un meeting. S'il était le président de l'UDHUK, élu par le Congrès, pourquoi son meeting était un fiasco? C'était un concert d'un Didier Likala Yamoto. Donc, M. Christian, je vous dis que des congressistes de l'UDHUK, qui sont les seuls responsables de désigner, après la mort de Gibis Parfait, le président, ce congrès n'a pas pu prendre fin et ils ont mandaté René Mokono, que je suis. J'ai le document avec moi qui me donne le mandat pour aller apporter la vérité auprès du ministère pour qu'il le modifie. Ok, mais donc, quelle est actuellement la situation de l'UDHUK? La situation de l'UDHUK, aujourd'hui, est d'abord très regrettable. Très regrettable, pourquoi?
Parce que nous avons trois facteurs. Le premier facteur que les congressistes, par ma voix, ont constaté, c'est que l'UDH a été trahi par des anciens dirigeants du bureau politique de l'UDH nommés par Guy Pafeko. Ça, c'est le premier point. Parce que ces gens-là, ces faits du bureau politique, dont le mandat avait pris fin dès le démarrage du congrès de l'UDH, on ne peut plus parler puisque certains parmi eux étaient candidats. Mais pour être candidat, il faut démissionner. Et donc, ces gens-là qui sont venus, qui ont trahi l'UDH, qui ont trahi Guy Pafeko, vous comprenez, M. Christian, quand Pafeko décède, ce bureau politique n'a fait aucune déclaration. Ce bureau politique n'a engagé aucune procédure judiciaire. Et ce décès n'a jamais été, ils n'ont jamais fait état de ce décès. N'a jamais été élucidé, notamment les circonstances de sa mort. Voilà. Voilà. Alors que c'est eux le bureau politique en question. Ils n'ont rien fait. Donc, leur attitude a fait que l'UDH prenne de l'eau. Et surtout que le premier vice-président, c'était Pascal Ouad, un ancien du PCT, secondé par Gilles Bachilikina. Ça, c'est vraiment la situation réelle et actuelle. Donc, ces gars ont tout fait, certainement corrompus, pour faire en sorte que l'UDH ne disparaisse. Donc, la première difficulté, le bureau politique laissé par Guy Pafeko, malgré le côté de Pascal Ouanou et le côté de Bachilikina, tous ensemble, à l'exception de quelques 5 à 7 personnes du bureau politique, militent pour jusqu'à aujourd'hui, militent pour la discussion de l'UDH. C'est pourquoi vous voyez qu'ils ne veulent pas la reprise des travaux du congrès de l'UDH. Donc, bon, oui, René Mokono, on va aussi avancer. Alors là, on a vu l'UDH qui est représenté au congrès du Parti congolais du travail. Bon, en politique comme en diplomatie, les faits et gestes ont un sens, ont une signification. Dès lors que l'UDH qui s'est présenté au Parti congolais du travail, au congrès du Parti congolais du travail, le message, il est clair. Et nous sommes à l'orée de la présidentielle, la prochaine présidentielle, donc fixée pour mars 2026. Dans quelques mois, 2 mois là, il y aura une élection présidentielle, si bien sûr elle est maintenue. Et l'UDH se retrouve au congrès du Parti congolais du travail. Est-ce dire que l'UDH Yuki, parce que ceux qui sont allés là-bas, dans la plupart des cas, c'est des gens aussi qui soutiennent la candidature de Denis Sassou Nguesso. C'est pour dire que l'UDH Yuki, bon, je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut poser cette question, soutient la candidature de Denis Sassou Nguesso. Tout ce que vous dites, l'UDH Yuki. Je dis non. Je dis non. Cela pouvait être possible si moi, qui ai été mandaté par les congressistes, jusqu'à ce que les travaux prennent fin, moi, René Mokono, mandaté par les congressistes, pour représenter l'UDH qui partout besoin sera, jusqu'à ce que nous puissions, les congressistes puissent élire le vrai président de l'UDH. Tant que je n'ai pas pris part à une activité de l'UDH, celui qui vient là, c'est un usurpateur. En sorte que vous êtes en train de revendiquer la responsabilité de ce parti, c'est ça. Donc, doit passer par vous. Je ne revendique pas, mais la solution palliative trouvée par les congressistes, c'est de désigner un chef de délégation qui va tout mettre en œuvre pour rechercher les solutions de retour au congrès et représenter le DHUK partout besoin sur la. J'ai le mandat écrit. Maintenant, lorsque Diabio envoie Kitsadi Joseph, c'est du pur banditisme. Donc, nous ne pouvons pas d'abord, est-ce que vraiment des gens sérieux, M. Christian, de toi à moi, est-ce qu'on peut encore penser vraiment que au soutien de la candidature du président Sassou Nguesso? Vous êtes sûr? Des gens je ne peux pas répondre à cette question. Et qui vivent au Congo. Oui, moi j'attends plutôt des réponses.
Pardon, bon, voilà, si l'UDH-UKI en l'état, on ne sait même plus le vrai statut de l'UDH-UKI à l'opposition, ou voilà, un allié du pouvoir de Brazzaville, mais en tout cas, la base doit être un peu dans une confusion totale. On a vu s'afficher aux côtés du Parti congolais du travail, et je répète, l'UDH-UKI, même si c'est l'aile Badiabio. Bon, vous dites que vous ne pouvez pas soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que l'UDH-UKI aura un candidat à l'élection présidentielle. D'abord, l'élection présidentielle, nous, on n'y pense pas encore. On n'y pense pas parce que les conditions, d'abord, telles que nous sommes là, si vous vous rappelez, dans l'émission passée, j'avais dit, aucun homme sérieux ne peut être candidat à une élection trichée d'avance. Ça, j'avais dit. Donc, pour nous, l'important, c'est de vite trouver le mécanisme qui fera en sorte que le congrès se termine vite. Parce que je vais vous donner un exemple, monsieur Tristan. Vous savez, regardez par exemple les forces de changement. Parce que le deuxième volet, en fait, est resté, c'est celui-là. Lorsque nous disons que le bureau politique est encore corrompu, donc il ne peut plus travailler le DH. Aujourd'hui, les forces de changement avec lesquelles moi j'ai personnellement discuté avec le président Mirassa et autres, eux aussi ne veulent pas reconnaître que les responsables qui sont bien placés pour mobiliser les militants de l'UDH, ce sont ceux-là qui sont avec nous au niveau des congressistes. Je lui avais expliqué tout ça. Et pour des besoins de peur, puisque eux, c'est aussi question de positionnement, l'UDH qui est un parti politique de masse. Oui, mais à ce niveau-là, pardon, René Mokono, pardon. Mais évidemment, le rassemblement des forces du changement peut avoir raison, parce que jusque-là, on n'arrive pas à bien cerner la position de l'UDH-UKI. Dès lors qu'on voit ce parti un peu divisé, parce qu'il y a une partie qui se présente avec qui va poser avec le Parti congolais du travail, et il y a un autre groupe qui se dit, bah, écoutez, Badiabio n'est pas le président de l'UDH-UKI, alors que le ministère de l'Intérieur le reconnaît comme président de l'UDH-UKI. Là encore, c'est, comme qui dirait, des combines internes, jusqu'à ce que vous allez trouver une solution. Et c'est normal qu'au niveau du RFC, que les gens commencent un peu à hésiter, ou se disent, mais bon, on n'a pas vraiment une clarté sur le parti, mais si vous rassurez, pourquoi pas. Et que pense d'ailleurs, d'abord, il faut qu'on en parle, que pense la base de l'UDH-UKI sur cette situation? Où se situe la base de l'UDH-UKI? Est-ce qu'elle est avec Joseph Badiabio ou avec vous? Mais c'est justement le président Mirassa le sait. C'est là où c'est méchant. Parce que moi, je discute avec, je vais vous rappeler, le président Mirassa a dit, on nous reproche que nous sommes des opposants le jour, et la nuit, nous sommes des collaborateurs du pouvoir. Mais ça sort de qui? Ça sort de moi, Mokono. Il m'a reçu en tant que UDH-UKI. Ça sort de moi, ça ne sort pas de quelqu'un. Alors, permettez-moi de vous poser la question beaucoup plus précise. Où êtes-vous situé, vous? Vous êtes où? Dans la vraie opposition ou l'opposition dite, je ne sais pas comment on appelle ça, républicaine, c'est ça, non? Celle qui flirte avec le PC. Nous sommes dans la vraie opposition. La vraie opposition. Nous sommes dans la vraie opposition. Nous sommes dans la vraie. Et c'est pour ça que même aux forces de changement, Monsieur Christian, ça fait longtemps que votre chaîne nous aide à défendre la cause du peuple congolais, la cause de l'opposition. J'ai été le premier à réagir lorsqu'on a exclu les partis de l'opposition du président Mirassa, du président Yomé. C'est moi le premier qui a été l'émission pour dénoncer ça. Malheureusement, quand eux, ils se retrouvent là-bas au fond du changement, puisqu'il s'agit d'avoir des présidences, Bon, ça, ce sont les cuisines internes. Pardon,
Pardon, René Mokono, ce sont là les cuisines internes. J'espère que ça va se régler entre vous. Moi, je vous posais la question de savoir quelle est la posture actuelle de la base de Yuki. Que pense la base de Yuki? La base de Ludia Suki est interne. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Ça veut dire quoi concrètement? Elle est convaincue que... Oui. Elle le soutient. Elle le soutiendra aucun candidat qui s'allierait avec le PCT. Fallacieux. Avec le PCT, ça, c'est pas possible. Parce que un Congolais sérieux, c'est que la souffrance et la misère du Congo, c'est le PCT. Et donc, Ludia Suki, qui est le pilier du changement, sa base qui a été éduquée dans ce sens, ne peut pas bouger d'un seul iota. Quels que soient les usurpateurs qui viendront pour vouloir les amadouer, ils ne bougeront pas. Ils attendent que René Mokono, qu'ils ont mandaté comme chef de délégation, pas en tant que président de Ludia Suki, non. Je ne suis pas le président de Ludia Suki. Le président de Ludia Suki proviendra de l'élection des congressistes, de la poursuite des travaux des congressistes. René Mokono, pardon. Oui, René Mokono, vous êtes en train de dire que la partie que représente, la portion que représente Joseph Badiabio, c'est une coquille vide, c'est ça? Mais tout à fait. Mais vous avez suivi son meeting, non? C'était un concert du musique comment vous appelez, du Didier Kayamoto. Et il a été incapable de dire qu'il est candidat. Vous voyez comment il a dit, alors que les gens, le peu de personnes qui étaient venues, estimaient que puisqu'ils avaient dit non, venez nombreux, Badiabio va annoncer sa candidature au présidentiel, parce que bon, les Congolais, en majorité, ne veulent plus quand même ces candidats qui ont détruit le pays. Et donc, quand Badiabio arrive, quand on lui pose la question, lui, est-ce qu'il soit le candidat à l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit que non, le parti ne s'est pas encore prononcé. Donc, l'UDH la base de l'UDH qui sort du MCDI, qui est très expérimenté et qui a vécu les atrocités les plus difficiles, ne peut plus être manipulé. Ils savent qu'on ne peut pas les tromper. Et c'est pour cette raison que cette base attend l'élection du président de l'UDH et m'en fait confiance pour rechercher comment repartir. Oui, mais avant donc l'élection, avant l'élection du prochain président de l'UDH, s'il faut appeler ça comme ça, est-ce que cette base est mobilisable pour l'élection qui arrive là? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de candidat, elle pourra évidemment, pourquoi pas, se mobiliser pour ceux qui vont se présenter. Si jamais l'élection est transparente, démocratique et apaisée, ou dans le cas contraire, je ne sais pas, empêcher cette élection s'il n'y a pas un candidat, par exemple, s'il n'y a pas la transparence, j'allais dire, est-ce que cette base est mobilisable? Cette base est mobilisable. Cette base est mobilisable, mais vous comprenez que nous sommes des partis politiques. C'est le président du parti qui oriente. C'est le président du parti qui oriente. Si les amis du force de changement n'ont pas commis la bêtise de mépriser la force que nous représentons, parce qu'aujourd'hui, l'UDH n'a pas encore de président. Le président qui oriente. Et parce que vous pensez, René Mokono, vous pensez qu'il est trop tard, que plus rien ne peut être rattrapé dans le cadre, par exemple, de la collaboration avec le rassemblement des forces du changement? Tout est perdu, il n'y a plus rien à faire, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Et qu'il faut laisser encore un autre mandat s'écouler comme ça, 5 ans? C'est ça? Vous serez absent de tout cela? De toute façon,
peu importe les partis politiques qui existent, rassemblement ou pas, le peuple congolais est déçu. Être déçu est une chose. Dénoncer est une chose. Mais tant qu'on ne passe pas à l'action, rien ne change. À ce moment-là, on fait quoi? On continue à subir parce qu'on est déçu? Ou bien on se mobilise pour changer les choses? C'est là ma question. C'est compris. Oui. La base de l'UDHUT est une base qui ne peut pas être déçue, mais qui est prête. Elle est prête pour la libération du peuple vis-à-vis de la dictature, vis-à-vis de tout ce qui, vis-à-vis de tous ceux qui sont engagés pour détruire, pour rendre misérable le peuple. Donc, cette base-là est prête. Mais sauf que dans toute organisation, il y a des orientations qui ne sortent pas du néant et qui sortent des structures dirigeantes ou d'un parti ou d'une coalition ou d'une plateforme. Donc, pour l'instant, l'UDHUT attend qu'on ait rapidement le président. Bon, si on n'en a pas, certainement que le président Mérassa m'a appelé, il m'a dit que nous allons discuter de vive voix, certainement que nous aurons à regarder ensemble comment, mais je vous rassure que la base de l'UDHUT est prête. Prête non pas pour détruire le pays, mais pour défendre la démocratie. Et comme il a été recommandé par Dirgus, vont se battre. Ils vont se battre. La base est prête, elle est intacte, vous avez dit. Voilà, donc elle est mobilisable. Et à quand donc votre congrès? Donc vous faites état à la reprise du congrès. Est-ce que vous avez une idée? Bon, vous savez que ce qui est vrai, M. Christian, à l'UDHUT, beaucoup, en majorité, les membres du bureau politique ne veulent pas de la reprise des travaux du congrès. Il y a à peine, vraiment, il n'y a pas plus de 7 personnes dans ce bureau politique qui tiennent à ce que ce congrès les travaux de ce congrès reprennent. Oui, mais c'est quoi l'alternative s'ils ne veulent pas que le congrès se tienne? C'est quoi l'alternative? Comment allez-vous faire finalement s'ils ne veulent pas que le congrès se tienne? Non, mais parce que pour eux, si le congrès reprenne, eux, ils ne vont plus s'imposer parce que eux, c'est le positionnement, c'est être député, c'est être sénateur, c'est être quelque part. Donc, lorsque le congrès va terminer, il y aura un nouveau président et le nouveau président va mettre en place une nouvelle équipe. Ils sont conscients qu'ils ont mal défendu, ils ont trahi le parti, ils ont trahi le président Ibis Parfait Kolela. Donc, ceux qui entravent, il n'y a pas que le pouvoir. La reprise de ce congrès l'entrave. La majorité, ce sont les membres du bureau politique. Monsieur Christian, je vous le dis pourquoi. Regardez l'opportunité qu'ils ont eue. Lorsque Badiabio, qui est en train d'empêcher le bon fonctionnement du parti, et pris la main dans le sac avec le faux et usage de faux. Mais c'est les députés de l'UDHUT qui devaient bondir sur cette situation et aujourd'hui, Badiabé s'est mis hors d'état de nuire. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué, M. Christian? Mais c'est un silence coupable. Donc, ils ne veulent pas, les gens ne veulent pas que ce congrès reprenne. Les militants tiennent à ce que le congrès reprenne, les congressistes tiennent à cela. Mais ceux qui sont au bureau politique en majorité, en dehors du vénérable Somba Zakari, Kipeto Batina, Kipeto Batina, pour ne citer que ceux-là, nombreux ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Oui, mais là, évidemment, là voilà pour se pourquoi positionner, se partager de points. Voilà pourquoi moi je vous posais la question de savoir comment ça va se passer, parce que là, apparemment, vous êtes dans un dilemme. Une bonne partie de ces responsables Yuki ne veulent pas aller au Congrès pour ne pas perdre leurs privilèges. De l'autre côté, vous avez une frange des militants de l'UDH qui se sont agrippés autour de Joseph Badiabio. Et vous, de votre côté, apparemment, ce n'est plus tenable dans les délais qui vont suivre là jusqu'à très certainement en mars 2026. Vous ne pourriez
pas organiser un congrès, comment ça va se passer? Je vous rassure que nous repartirons au congrès avant les élections 2026. Et 2026. Et puis, je suis aussi sûr, dans les conditions telles que ça se passe là, nous allons nous imposer de telle manière que l'opposition là, cette opposition, pour nous, ce sont le rassemblement des forces de changement qui représentent l'opposition aujourd'hui, avec lesquelles nous avons le droit de discuter, puisque le président Mirassa m'a rassuré qu'on aura des échanges et nous ferons en sorte à ce que si l'élection peut avoir lieu, qu'elle se tienne dans de bonnes conditions. Mais non, c'est dans cette logique de vouloir imposer des résultats déjà gagnés d'avance. Nous sommes certainement sûrs, M. Christian, l'élection n'aura pas lieu. L'élection n'aura pas lieu. Dans les conditions jusqu'à voilà. quelques mois, à quelques 2-3 mois de mars, si une élection se tient, ça veut dire que c'est du pur banditisme. Voilà, c'est vous qui le dites. Merci René Mokono, on va avancer. Alors, puisque nous parlions déjà du Parti congolais du travail et nous rappelions d'ailleurs que l'UDH Yoki Frange, bien sûr, Badiabio, a été invité, on les a présentés par le PCT. C'est comme si on présentait, en fait, on brandissait un trophée. C'est ce que moi j'ai cru comprendre. Alors, vous avez suivi évidemment ce congrès, le 6e congrès du Parti congolais du travail. D'aucuns disent que ça a été un fiasco, voilà. Mais bref, quelle lecture faites-vous de ces travaux, voilà, après le congrès? Qu'avez-vous noté et quels commentaires cela vous inspire sur notamment l'avenir du Congo? Moi, monsieur Christian, vous savez, moi, je suis démocrate. Je suis démocrate. Le PCT a tenu son congrès. Certainement qu'il n'empêchera pas la poursuite de nos travaux. Le PCT a reconduit comme secrétaire général le frère Pierre Moussa. Oui, ça c'est son, voilà, les combats internes. D'accord, René Mokono, s'il vous plaît, pardon. Lorsque le congrès a eu lieu, je vous ai rappelé que là-bas, on a présenté, voilà, les invités, et parmi lesquels l'invité, bien sûr, de l'UDH Yuki. Qu'on le veuille ou non, que vous soyez séparés ou non, mais le nom là-bas reconnu, c'est l'UDH Yuki. Dès lors qu'on a cette configuration, quelle lecture faites-vous de la suite? Est-ce que vous ne craignez pas que finalement, le PCT puisse, comme qui dirait, engloutir tous les partis? Vous entraînez avec lui? Bon, après, on vous dira, écoutez, ce sont là des partis constitués, reconnus par le gouvernement congolais, il faut le dire comme ça. Je ne sais pas s'ils ont affiché ou bien ils ont émis un autre arrêté reconnaissant les partis politiques de 2026, parce que j'ai cru comprendre que c'était là un arrêté qui portait sur les partis, la reconnaissance officielle des partis politiques. Comptons pour l'année 2025. L'année 2025 est passée, nous sommes maintenant en 2026. Et voilà pourquoi je vous pose la lecture que vous faites. Quand vous avez cette configuration, ces images qui vous reviennent à l'esprit, à quoi ça vous fait penser, vous? Bon, vous savez que le PCT, qui est le parti État, qui a détruit la République, et qui est conscient qu'il n'a plus le soutien de la base, il va s'appuyer sur quelques personnes et qui n'ont besoin qu'à satisfaire leur intérêt personnel. L'UDH Yuki, c'est un parti révolutionnaire. Vous vous rappellerez que Guy Pape Kolela, le fondateur, provenait du MCDDI. Une fois que le PCT avait réussi à mettre le MCDDI dans sa poche, Guy Pape Kolela n'a pas hésité de quitter le MCDDI.
pour créer l'UDH. Et aujourd'hui, nous sommes là. Ce qui est malheureux, c'est que le PCT doit comprendre qu'ils ont eu Badiabé dans leur sac, mais pas l'UDH. C'est quand même regrettable que des personnes qui ont les mêmes cerveaux que nous tous ne soient pas conscientes que le PCT, on ne peut plus rien attendre du PCT et de leur candidat pendant plus de 40 ans. Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas aider les Congolais à s'en sortir, ils ne peuvent pas apporter le bonheur aux Congolais. Mais plutôt, ils sont là pour tirer le peuple vers le bas et approfondir la misère. Et qu'aujourd'hui, des personnes raisonnables et matures continuent à penser que rien que l'âge, car la majorité des membres du PCT ou le président de la République, c'est l'âge de la retraite. Et donc, la science a démontré qu'à cet âge-là, le cerveau n'est plus exploité à bon escient. Bon, moi, je vous dis que le peuple n'est pas forcément obligé de suivre ces fameux leaders des partis politiques, parce que chaque militant est libre de faire son choix. Merci René Mokono. Donc, s'il compte la candidature. Oui, je vais vous proposer donc un autre extrait, mais cette fois-là, c'est juste un rappel, hein, tout le monde sait. C'est une vidéo qui porte sur le sermon de Guy Brice Parfait Kolela dans son lit de mort, qui exhortait évidemment l'UDH à continuer à se battre pour l'avenir du Congo. On va le suivre et on revient sur le plateau. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Voilà, alors pour Guy Brice Parfait Kolela, conscient qu'il ne lui restait que quelques heures, quelques minutes pour rendre l'âme, et conscient de tout cela, vous a interpellé, il faut le dire comme ça, battez-vous pour l'avenir du pays, l'avenir du Congo. Est-ce que on peut désormais parler de la trahison, de ce que l'UDH El Badiabio vient de faire? Je dis oui. Il n'y a pas que l'El Badiabio. Il y a quoi encore? Il n'y a pas que l'El Badiabio. Il y a même l'El Bassindigila. Il n'y a pas que l'El Badiabio. L'El Bassindigila aussi. Parce que quand nous regardons la pratique, ça prouve à suffisance qu'ils ne sont pas pour le combat de Guy Brice Parfait Kolela. Et la trahison, oui, mais comme nous sommes là, la base est intacte. La base est intacte. Nous sommes là pour regarder mon état. Nombreux pensent que je suis ninja, mais c'est le deuil de Guy Brice Parfait Kolela. Et j'ai dit, j'enlèverai ces cheveux-là. Pardon, pendant que vous le dites, oui, pardon, juste une petite parenthèse qu'on va ouvrir à ce niveau-là. J'espère que vous ne nous ferez pas enlever par la DGSP, parce que généralement, ils s'en prennent à des gens qui ont des morphologies un peu bizarres, avec des formes bizarres. On parlerait même de défaut de coiffure, tatouage, et j'espère qu'ils ne vont pas s'en prendre à vous. Enfin, c'est juste une prière. Oh non. Non, parce que je suis une autorité bien connue. Au niveau du département de Pointe-Noire, je suis connu de toutes les autorités et ils savent que je suis un homme de paix, je suis un responsable sérieux. Et avec cette forme que j'ai été reçu par la force de police nationale, et donc je suis une autorité bien connue. Et oui, mais pourquoi est-ce que vous gardez... de chercher les criminels. Pourquoi est-ce que vous gardez tous ces cheveux, la barbe? C'est quoi? C'est votre look ou bien c'est quelque chose de particulier? Il y a quelque chose pour expliquer ça?
Mais c'est pour rappeler, c'est pour me rappeler du combat, l'engagement que j'ai pris pour poursuivre le combat de Gubis Papeko. Celui de faire en sorte que le peuple vive mieux. Et pour moi, il faut que l'UDH survive pour poursuivre le combat de Gubis Papeko. Et tant que j'aurai ces cheveux, je me rappellerai de l'engagement que j'ai pris. C'est cela. C'est pour cette raison que je me bats. Et je suis compris par la base. Et c'est pour cette raison que j'ai été mandaté chef de délégation des congressistes chargé de rechercher les solutions pour repartir au Congrès et doter l'UDH qu'ils sont. Or, je doterai l'UDH de son président. Le même jour, M. Christophe, je me débarrasserai de tout ce que vous voyez là. C'est un poids que j'ai, c'est un engagement que j'ai. Et donc, l'UDH, je suis très réconforté par les militaires qui me disent président Mokono, allez-y, nous sommes ensemble. Ne vous occupez pas de ces poltrons, de tous ces corrompus. Nous voulons que le Congo retrouve, en fait, sa paix véritable, parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais est esclave. Il nous faut les véritables hommes politiques engagés pour faire en sorte que le peuple congolais soit libéré. Et moi, j'ai cet engagement pour discuter avec tous ceux avec lesquels il faut discuter, pour faire en sorte qu'ils comprennent qu'on ne force pas les choses. Le PCT peut vouloir forcer, c'est vrai, mais je vous assure que c'est vrai que la religion est le peuple du peuple au niveau du PCT. Je vous dis qu'on ne commande à la nature que nous obéissons. Moi, je crois à l'univers, je crois en ses forces. Et la tombée de la nuit ne dépend pas des humains. Et ni du jour, ni de la nuit ne dépend pas des humains. Donc le Congo va reconnaître, à mon avis, va retrouver son destin d'avant, avant que le PCT ne soit venu pour détruire. Parce que le Congo avait bien démarré. Le Congo avait des entreprises, la liberté, il y avait de l'emploi, il y avait l'éducation. À un certain moment, on a décidé le PCT a décidé de détruire. Bon, puisque vous parlez, évidemment, vous emboîtez déjà le pas sur ce volet. Allons-y. Donc, quelle lecture faites-vous, la lecture globale de la situation actuelle du Congo-Brazzaville? Bon, j'ai suivi avec attention les deux messages du président Sassou Nguesso, et dans le bilan a été effectué par le Premier ministre, plus un livre, je ne sais pas, qui traite aussi le bilan. Pour ma part, les Congolais n'ont pas besoin ni de livres, ni d'une démonstration. La misère, jamais connue. La dégradation de la vie des Congolais. L'abandon. Les mécanismes organisés par le gouvernement de la République pour rendre malheureux, misérable le peuple, ne sont pas à démontrer. Donc, quel que soit celui qui viendra pour vouloir démontrer le bilan positif, le prétendu bilan positif plutôt du pouvoir de Brazzaville, je vous assure, M. Christian, les Congolais ne pensent plus à ce bilan. Ils pensent au changement. Parce que le bilan est totalement chaotique sur le plan sanitaire, sur le plan du travail, sur tous les plans. C'est chaotique. C'est chaotique. C'est totalement chaotique. Lorsque un chef de l'État vient affirmer devant les chaînes de télévision que j'ai instruit et je me réjouis du travail abattu dans le pool par la DGSP, dont la mission en fait est sanitaire, mais dans le pool qui est resté endeuillé et totalement détruit aujourd'hui. Bon, que peut-on encore attendre d'un tel système? On devait avoir pitié du peuple du pool
qui était scolarisé à près de 90% et qui se trouve aujourd'hui méconnaissable et qu'on dise qu'on encourage le corps spécialisé dans le pool, pour le reste du pays peut-être, mais pour le pool, moi je suis très désolé. Donc, personne ne viendra me dresser un bilan où j'apprêterai attention. Le peuple congolais sait, le seul bilan, c'est le gouvernement du PCT qui a rendu le peuple misérable, qui a introduit la corruption, le vol, le pillage, la médiocrité, l'indignité. Ça reste gravé, c'est le PCT. Ça reste Voilà gravé. ce que j'ai pu retrouver. Voilà. Ça reste gravé, c'est le PCT, la marque PCT. Une réforme vient d'être apportée, vous avez probablement suivi cette actualité sur la loi électorale qui exige désormais être titulaire d'un diplôme de baccalauréat pour être candidat à l'élection locale. Mais pire encore, il faut être membre d'un parti politique pour être candidat. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Bon, c'est parfois, c'est vrai, hein? C'est vrai. Au Congo, le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. Cette loi-là, qui exige que pour être conseiller, il faut alors avoir un baccalauréat. Et cette loi qui exclut les candidatures des indépendants, c'est dommage. C'est dommage. C'était un recul alors. Parce que, vous vous rappelez, M. Christophe, j'avais dit que je me demande si nous avons vraiment des vrais élus et si nous avons à la Cour suprême des vrais cadres. Parce qu'une loi, avant qu'elle ne soit promulguée, j'ai été quand même le premier assistant parlementaire du vénérable Soma Zakari. Pour que une loi soit promulguée, il y a l'avis de la Cour suprême. Comment la Cour suprême peut laisser passer une telle loi quand on sait que on peut être à l'école primaire, on peut avoir le niveau de l'école primaire en classe, mais à l'université, à la maison. Vous vous rappellerez que tous ceux qui sont, la majorité, M. Christian, des cadres supérieurs de l'université Marien Ouabi et tout ça, sont passés par la capacité en droit. Moi, j'ai commencé à faire les cours de droit, j'étais en 4e. J'étais en 4e. Et c'est avec Marien Ouabi que ce système a été mis en place. Vous partez, vous prenez le cours et vous faites votre concours. C'est-à-dire l'évaluation des acquis. Voilà. Oui. Et donc il n'y avait pas le baccalauréat. Donc la majorité des magistrats d'aujourd'hui sont passés par la capacité en droit. Ils n'ont pas le bac. Bien. Si tel est le cas, si le bac est le summum de la connaissance, mais cela doit être aussi exigé pour la présidence de la République, pour le gouvernement, pour l'Assemblée nationale. Mais quand vous voyez, je vous assure, il y a des gens qui ne savent pas écrire leur nom et qui sont des directeurs, qui ont le bac au PCT. Ils ne savent pas écrire leur nom. Et quand vous regardez la majorité de ces députés-là, il faut suivre leurs interventions. Regardez par exemple les interventions de Thierry Mongala. Est-ce qu'il y a un cadre qui a étudié en France peut se permettre parfois de ne pas reconnaître que hier, il a taxé Toumi de rebelle et que 2 jours après, non, il souscrit à ce qu'il soit autorisé à être candidat. Donc le bac, la connaissance, la gestion du peuple, pas question
Le diplôme, moi je suis d'accord, moi j'ai les diplômes. Mais la gestion de la cité, c'est un problème de conviction, un problème d'engagement, un problème de destin. Massamba Deba, c'est mieux gérer ce pays qui a créé plus d'emplois avec quel diplôme? Il était instituteur. Oui, mais dans tous les Mais cas, on a quand même, aujourd'hui, nous pardon, connaissons ceux qui ont des diplômes. René Mokono, pardon, mais on a quand même besoin d'un minimum de connaissances lorsqu'on va aussi, lorsqu'il s'agit de gérer la République. On a besoin d'un minimum de connaissances. Mais est-ce que les connaissances sont évaluées par le baccalauréat? Et puis, ils n'ont pas dit de quel type de baccalauréat il faut. Est-ce qu'un baccalauréat en série A, par exemple, en anglais ou en mathématiques? Baccalauréat, c'est quoi? La connaissance, monsieur Christian, la connaissance intellectuelle ne se mesure pas par le diplôme. Je prends Semben Ousmane. Semben Ousmane qui avait la capacité d'avoir près de 7 doctorats, n'avait que le 7. Et puis, tous ceux qui nous gouvernent, la majorité de ces gens-là, et faut-il qu'aussi que ces bacs-là soient authentifiés? Vous vous rappelez Merci qu'il y a René eu Mokono, le fils d'Angalibat. Voilà. Il ne lui reste que 5 minutes pour terminer. Vous nous disiez que la culture du ricin, au-delà de ce que le gouvernement congolais a réussi, il faut le dire comme ça, à distraire les Congolais, à les tourner en dérision, en faisant croire que finalement c'était fini, cette affaire bouclée. Or, il se trouve qu'ils ont probablement changé de stratégie. C'est ce que vous nous expliquez sur la culture du ricin, c'est ça? Bien. Depuis janvier 2025, donc janvier, février et mars 2025, Oui. le projet de RISA est en train d'exploiter à l'Oudima, dans le village Kibouba, voilà, Kibouba. Et donc, ils ont trompé les populations en leur disant que désormais, cultiver le ricin et ils viendra acheter. Et ils vont acheter cher. Et les populations ne sachant pas que une fois que vous plantez les ricins, plus rien ne peut pousser sur cette terre. Plus rien, en dehors des ricins. Et donc, les terres sont empoisonnées. Et donc, ce qui suppose, puisque le ricin va coûter cher, les populations vont adopter cette culture. Et le fond, c'est quoi? C'est que ce peuple va mourir de faim. Ils ne vont plus exploiter ou cultiver les maniocs, les légumes et autres. Ils pourront tenter, mais ça ne poussera pas. Étant donné que le ricin va coûter cher, ils vont s'engager à ne cultiver que ça, tout en détruisant leur terre. Donc, au moment où nous parlons, il y a plus de 15 hectares qui sont déjà exploités et on a inculqué ça à la population que désormais, dans le district de l'Oudima, planter les ricins. Cela veut dire empoisonner vos terres pour ne plus rien cultiver encore. Plus rien ne poussera sur une terre où on a planté le ricin. Donc, vous êtes en train de dire, René Mokono, au lieu d'encourager ces populations-là de planter, par exemple, les cultures vivrières, j'allais dire du maïs, la banane, les arachides, comme ça se passe, parce que ces populations vivent évidemment des champs et de la pêche, la chasse, et là, ils encouragent ces populations à cultiver du ricin à la place de toutes ces cultures-là. Et le gouvernement viendra acheter ce ricin. C'est ça, parce que je sais que la culture du ricin nécessite tout de même une certaine formation, pointue bien sûr, parce que c'est une plante très dangereuse. Et là, vous nous dites qu'on demande aux populations de ces villages de planter les ricins dans leurs champs à eux. À eux, oui. Oui, pas des champs, voilà, disons, donnés ou réquisitionnés par l'État, mais les champs de ces gens-là, de ces populations-là.
Là où ils avaient Non, l'habitude de il y planter avait, leurs patates, leurs ignames, leurs bananes, c'est là qu'ils vont planter du ricin. il y a les champs de l'État. Et comme ça a connu les résistances. Malgré cela, ils sont en train de planter. Je vous dis qu'il y a plus de 15 hectares déjà plantés. Le projet dure depuis janvier 2025, janvier, février, mars. C'est déjà planté. Maintenant, à côté de cela, ils ont inculqué, comme ils tiennent à ce que le peuple meure de faim. C'est criminel, c'est abominable, je vous dis, monsieur Christophe. C'est-à-dire que je me demande, est-ce que je ne comprends pas. Et donc, en dehors de ces terres qui sont accaparées, ils demandent aux populations que désormais la meilleure culture, c'est le ricin qui va payer. Tout au lieu de leur dire le danger que cela présente, non, 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 on leur présente juste l'argent qu'ils vont gagner, sans leur dire que là où le ricin pousse, plus rien ne poussera. C'est criminel. Ce que je vous dis, je suis allé mener des enquêtes, monsieur Christian. J'ai touché du doigt moi-même. Et donc, les populations en question, les populations de ces villages ont commencé à planter le ricin. Ce que je n'ai pas pu observer encore, parce que ils sont juste au début. Ils ont apporté les engrais. Ils ont apporté tout ce qui encourage cette culture. C'est-à-dire le gouvernement, c'est le gouvernement qui a apporté ces engrais-là. C'est le projet Denis Congo. C'est un projet Denis Congo, par le biais du gouvernement, bien sûr. Vous vous rappelez de ce que Christelle a démontré? Oui, tout à fait, à la conférence de presse à Kigali, oui, c'est vrai. Et voilà. Donc, c'est Denis Congo qui est le sponsor. Donc, c'est qui passe par le gouvernement de la République pour affamer les populations, pour rendre les terres de la Bouenza qui nourrissent le peuple congolais. Vous avez les Pointe-Noires. Aujourd'hui, on va aller planter les ricins pour les détruire totalement, les empoisonner. Je ne sais pas quel type d'homme je vous assure. Merci René Mokono. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de l'UDH Yuki. C'était un énorme plaisir de vous avoir encore eu sur notre plateau R7. C'est la fin de cette émission. Je vous laisse mais vraiment 2 minutes pour conclure. Bon, en tout cas, merci M. Christian. Je voudrais rappeler simplement à tous ceux qui attendaient, qui étaient au courant que j'étais gagnant d'un prix qui devait nous être offert par les amis de, comment nous appelons ça, le magazine Bilan du travail. C'était convenu pour qu'ils arrivent à nous donner ce prix-là, le 27. Et nous avons évité parce que du 27 au 28, il y avait le congrès du PCT. Et nous avons repoussé cela après les élections, peut-être s'il y a les élections, parce que quand ils vont arriver, en fait, toutes les dispositions n'ont pas été prises, de peur que, vous savez, nous sommes dans un policier où on pouvait nous coller les histoires. Bon, ils sont venus, voilà. Et donc vous disiez que vous étiez, pressenti, disons, lauréat d'un prix. C'est quoi le prix en question? Le prix, c'est le prix du mérite et de l'excellence 2025-2026 pour le travail abattu, certainement grâce à votre émission, et qui a dépassé les limites vis-à-vis des droits que nous défendons, les droits des citoyens, de tout ce que nous défendons. Et donc, ce travail a été remarqué à l'extérieur du pays, et ils ont pensé que le prix 2027-2026 revenait à nouveau. C'est un prix, c'est un prix international, c'est ça?
c'est un prix international puisque c'est une organisation des journalistes d'investigation de la RDC qui ont déjà décerné ce prix ici à pas mal, 2 ou 3 Congolais. Et nous avons repoussé un date ultérieure pour éviter que les gens puissent nous chercher et poussent la tête. Et voilà. Mais ce n'est que partie remise, c'est entre avril et mai que nous allons recevoir ce prix. C'est déjà acquis. C'est pourquoi nous devons travailler pour défendre la cause de la République. C'est de notre devoir. J'interpelle tous les autres à travailler pour ne pas seulement penser au pays. Ce que nous disons traverse les frontières. Et aujourd'hui, les journalistes d'investigation de la RDC tiennent à René Mokono pour le travail acquis. Parce qu'ils ont dit que ce n'est pas toujours bon d'attendre que la personne meure. Il faut primer pendant qu'elle est vivante. Merci, M. Christian. Voilà, merci. Comme qui dirait, aimons-nous vivants. Merci à René Mokono. Merci d'avoir encore été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce numéro Droit de savoir. Merci de nous avoir accompagnés, mais n'oubliez pas les petits gestes d'encouragement. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez cette vidéo, cette interview à vos parents, amis, connaissances, pourquoi pas, voilà. Et dites-nous en commentaire votre opinion, ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se retrouve très prochainement. Merci.